Bonjour, nous allons aujourd'hui parler donc de structure et coordination, deux termes qui peuvent sembler rébarbatifs lorsque l'on fait du management des organisations, mais c'est parce qu'en fait, nous voulons être extrêmement précis sur ces domaines. Alors, nous allons d'abord expliquer qu'est-ce qu'une structure et en quoi est-ce qu'une structure se différencie d'autres termes. Ensuite, comment est-ce que les entreprises se coordonnent? Parce qu'une chose est de diviser le travail, mais une autre chose est de travailler les uns avec les autres. Et enfin, on essayera de se poser la question de manière dynamique sur ces mécanismes de coordination. Alors, je précise tout de suite qu'en France, l'enseignement du management, et notamment des structures, des mécanismes de coordination, a été bouleversé il y a fort longtemps par un livre d'Henri Mintzberg, qui était un Canadien francophone, c'est agréable, qui a écrit « Structure et dynamique des organisations ». Donc structure, vous voyez ici, dynamique, évolution. Et c'est sur son travail que j'ai décidé de fonder l'exposé que nous allons faire. D'abord en commençant par « Qu'est-ce qu'une structure ?» Bien. Alors, très clairement, la notion de structure est souvent un terme extrêmement galvaudé. Quand vous entendez dire « il faut faire des réformes de structure », en fait, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire. Pour les sciences de l'organisation, les sciences de gestion, nous différencierons largement la structure de l'organigramme. L'organigramme est aussi un terme qui est souvent pris. Mais qu'est-ce qu'un organigramme? C'est en gros un squelette. C'est-à-dire un squelette de l'entreprise, c'est-à-dire uniquement la structure de base, mais qui ne nous dit rien sur la manière dont les muscles s'articulent, dont les muscles fonctionnent, dont les muscles se coordonnent. Voilà pourquoi l'organigramme est une représentation schématique, mais qui souvent ne veut pas dire grand-chose, parce qu'on ne sait pas très bien quels sont les rapports de pouvoir, on ne sait pas exactement quels sont les rapports de pouvoir formels, ceux qui sont donnés, voire informels. En revanche, la structure a une définition précise. C'est d'abord la somme totale des moyens employés pour diviser le travail, c'est-à-dire comment est-ce que l'on divise le travail. Et ensuite, comment se fait la coordination entre tous les éléments de cette structure. C'est-à-dire que, en gros, lorsque vous avez une sorte d'organigramme, oui, où on vous dit, voilà, vous avez un directeur des achats, un directeur commercial, un directeur administratif et financier, finalement, on ne vous dit pas du tout comment ils travaillent entre eux. Ce qu'on sait simplement, c'est que le PDG est au-dessus. Mais sinon, on ne le sait pas. Et on sait aussi simplement que les personnes qui sont en dessous d'eux sont leurs subordonnés. Mais en fait, on ne connaît pas l'intensité des liens de subordination, est-ce qu'ils se voient souvent ou pas souvent, etc. Bien. Et c'est ça, si vous voulez, que nous allons développer. Donc, cette différence entre structure et organigramme est donc parfaitement forte, et nous parlerons uniquement de structure, et fort peu d'organigrammes, même si nous aurons des schémas où les descriptions rappelleront plus ou moins l'organigramme. Et justement, nous voyons que dans ce terme de structure, je vous avais parlé de la manière dont on se coordonne. Et voilà pourquoi nous allons travailler sur les différents mécanismes de coordination. Qu'est-ce que c'est que des mécanismes de coordination? C'est-à-dire, ce sont des structures relativement simples. Vous avez un chef, des subordonnés, et il y a des rapports montants et descendants entre le chef et chacun des subordonnés, et les subordonnés aussi travaillent à côté, l'un à côté de l'autre. Ce sont des structures où vous avez une coordination qui se fait rarement de manière formelle. Qu'est-ce que ça veut dire de manière formelle? Ça veut dire avec des manuels de procédure. Donc il y a souvent ce qu'on appelle une communication informelle. Informelle, c'est-à-dire que vous vous ajustez l'un en fonction de l'autre, sans qu'il y ait besoin véritablement d'avoir donné des instructions préalables. Bien. Et le contrôle que le chef exerce sur les subordonnés n'est pas forcément régulier. C'est pas un reporting tous les mois. C'est-à-dire que, quelquefois, le chef peut voir souvent ses subordonnés s'il reste au travail, mais s'il est souvent chez le client, pendant une autre semaine, eh bien, il les verra peu. Bien. Donc, là aussi, l'évaluation et le contrôle des subordonnés ne sera pas
un système formalisé avec un contrôle, comme par exemple le reporting. Bien. On trouve ce genre d'organisation dans des petites structures, dans des petites entreprises, dans les TPE. Souvent, on le trouve aussi dans les startups. Quand vous voyez souvent des reportages sur les startups avec des open space, c'est souvent ce genre de rapport que l'on voit. Bien. Alors, on est très très loin, si vous voulez, d'un fonctionnement d'équipe dans un sport collectif où les choses sont déjà formalisées à l'avance. Bien. Alors, ce système peut sembler simpliste. Non. Parce que vous voyez que, je dirais, la satisfaction au travail viendra beaucoup de facteurs psychologiques, c'est-à-dire de la qualité du chef et la qualité de chacun des subordonnés. Et même, malheureusement, on est largement inféodé aux sautes d'humeur que les uns peuvent avoir vis-à-vis des autres. Est-ce qu'ils ont mal dormi? Est-ce que ils ont été chez le médecin ou des choses comme ça? Bien, voilà. On s'est aperçu quand même que lorsque il y a une sorte d'harmonie qui se joue, c'est généralement des structures où l'innovation ont pu être favorisées. Bien. Alors, quelquefois, vous avez des ajustements mutuels dans des cas bien particuliers, lorsque des états-majors décident de faire des structures de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une structure de crise? Vous entendez parler de ça malheureusement dans des moments difficiles. Il est fait une cellule de crise lorsqu'on met dans une même pièce, pratiquement, un certain nombre de personnes qui travaillent justement par des mécanismes d'ajustement mutuel. Bien. Donc, cette structure simple peut connaître des développements. Et le développement, ça sera notamment la supervision directe. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous voyez, la différence, c'est que vous n'avez pas des flèches dans les deux sens entre le chef et les subordonnés, et entre les subordonnés, vous n'avez pas. C'est une organisation pyramidale, et l'on la trouve très très fortement, par exemple, dans les missions d'audit. Vous avez un chef de mission, vous avez des subordonnés qui ont, par exemple, l'un à explorer les comptes fournisseurs, l'autre les comptes de stock, et donc, a priori, des comptes différents, même s'il peut y avoir une circulation des documents. Et, en principe, si vous voulez, chacun des subordonnés ne rapporte qu'au chef. Bon. Là aussi, c'est une division du travail qui est plus forte que dans l'ajustement direct, mutuel. C'est aussi, c'est un travail qui est souvent cloisonné. Alors, quand je parle des missions d'audit, je parle même des petites missions d'audit, c'est-à-dire que lorsque vous avez, par exemple, des équipes de 5 personnes. Bien. Ce qui n'a rien à voir avec les missions d'audit lorsque l'on va voir des entreprises du CAC 40. Bien, où c'est carrément presque une TPE qui va se faire voir, si j'ose dire, chez le client. Bien. Alors, la présence du chef doit donc être continue. C'est une structure qui a des gros avantages. Parmi les avantages, celui que le chef connaît généralement très bien le terrain et sait les prendre. Bien. Alors souvent, il peut avoir une réponse flexible, adaptée. Bien. Mais cela demande des qualités au chef. Les qualités, je vais me référer à Max Weber, c'est souvent un certain charisme. Alors le charisme, je fais une petite parenthèse, le charisme, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui est une espèce de grande gueule, si j'ose dire, qui sait emporter l'adhésion d'une foule chauffée à blanc. Non, il peut y avoir quelquefois un charisme discret, c'est-à-dire une personne qui parle peu, qui n'a pas forcément une énorme présence physique, mais qui emporte l'adhésion. Je donnerai un simple exemple. Napoléon avait une forme de charisme discret. Quand on nous dit « soldat, je suis content de vous », etc., c'était pas quelqu'un qui, a d'une voix forte, tel Mirabeau, pouvait entraîner l'adhésion. C'était quelqu'un qui avait su, si vous voulez, par une sorte d'aura dont il avait su s'entourer, pouvait entraîner l'adhésion. Bien. Problème là-dessus aussi, c'est que la supervision directe et l'ajustement mutuel, mais surtout la supervision directe, comporte un énorme risque. C'est que tout est fondé sur le chef. Si le chef ne va pas bien, psychologiquement, ça peut être désastreux. Si le chef, malheureusement, disparaît, vous pouvez quelquefois avoir une disparition de la structure, voire de l'entreprise. C'est-à-dire que, autre chose,
c'est que le chef peut être quelquefois dévoré par la gestion quotidienne et uniquement, je dirais, géré de façon impulsive. Bien. Alors, c'est ce problème qui fait que l'on dit que ce genre de structure est bonne pour des environnements relativement simples et quand l'entreprise est jeune et de petite taille, si vous voulez, là-dessus. Mais, en gros, il faut être très clair là-dessus, c'est que ça peut être aussi une organisation destructrice, notamment lorsque le chef est, par exemple, quelqu'un de narcissique. Pire encore si c'est un pervers narcissique, mais là, je ne vais même pas aller jusque-là. Bien. Donc, vous voyez que ces deux mécanismes simples vont donc quelquefois devoir être modifiés. Pourquoi ? Parce qu'il y a, développement des tâches, développement par la taille. Et c'est là que Mintzberg parlera de 3 mécanismes de standardisation, qui seront la standardisation des procédés, que je vais voir, et puis d'autres que nous allons voir après. Qu'est-ce que c'est que la standardisation des procédés ? C'est une manière d'expliquer de façon moderne une taylorisation. Et la standardisation des procédés, ça a été d'abord le travail à la chaîne, le travail de la manufacture, tel que l'avait aussi d'ailleurs exposé Adam Smith dans sa fameuse fable sur la fabrication d'épingles. Bien. Alors, ce qu'il appelle aussi une bureaucratie mécaniste. Pourquoi mécaniste ? Parce que pour Mintzberg, comme pour tous les Nord-Américains, il n'y a pas du tout, je dirais, identité entre bureaucratie et fonction publique. Qu'est-ce que c'est que la bureaucratie ? C'est les gens qui sont dans un bureau, voilà, et qui ont une certaine autorité, et mécaniste, c'est-à-dire qu'en gros, ils envisagent le développement de l'entreprise comme une mécanique, comme presque un moteur. Bon, eh bien, vous avez bien entendu cette bureaucratie, on la trouve toujours dans des entreprises qui proposent des produits ou des services à partir de travaux simples. Alors, on pense toujours, évidemment, au temps moderne de Charlie Chaplin, c'est-à-dire les gens dans l'automobile, mais vous savez, vous allez dans les usines agroalimentaires, dans certains abattoirs, vous avez en fait des systèmes de standardisation des procédés qui ne doivent rien à l'automobile. Dois-je dire aussi, c'est une petite parenthèse, que Ford a imaginé son travail à la chaîne en regardant le travail à la chaîne dans les abattoirs de Chicago. C'est-à-dire que le Fordisme a été issu du travail à la chaîne dans des abattoirs. Alors que maintenant, c'est plutôt les abattoirs qui, si vous voulez, suivent les préconisations que l'on a connues dans le travail, dans la métallurgie ou dans l'automobile. Bien. Mais vous avez donc beaucoup d'industries de masse, beaucoup d'industries de masse où se trouve cette standardisation des procédés. Bien. Problème, c'est que les défis, c'est que souvent nous avons des opérateurs, des gens qui travaillent peu qualifiés, et généralement ils auront ce qu'on appelle une faible marge de manœuvre, c'est-à-dire que leur demandera de faire un travail et surtout pas trop d'initiative. Bien. Ça voudra dire aussi, si le travail se complexifie, qu'on aura de plus en plus de règles, des régulations, véritablement des procédures à suivre. Il y a quelque chose à voir. Lorsque vous allez au McDonald's, vous voyez généralement des gens qui vous font tout un travail. Mais sachez que le manager en chef du magasin McDonald's a dû se pénétrer de centaines de pages de règles, de formulations et de préconisations. Bien. Donc le contrôle est constant, le contrôle est même quelquefois obsessionnel. Bien. Alors, pourquoi ? Alors on peut se dire, mais ce système, ça vient de gens qui ont l'obsession du contrôle. Non, c'est pas uniquement ça. C'est parce que dans ces organisations, il y a souvent malheureusement des conflits parce que les gens sont pas très heureux de faire ce travail. Et donc on essaye d'avoir le moins d'incertitudes, d'avoir le moins d'incidents. Voilà. Bien. Ensuite, cette structure, je vous disais tout de suite, marche bien dans ces industries classiques, mais il faut être très clair, des industries beaucoup plus modernes travaillent avec de la standardisation des procédés, et je dirais notamment ce qu'on appelle les centres d'appel. Les centres d'appel ont une standardisation des procédés très forte. Je dirais même aussi, certains travaux de l'hôtellerie le sont aussi. Bien. Standardisation des produits. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une standardisation des produits ? Bien, c'est qu'on vous dit à l'avance, voilà ce que sont les produits qu'on veut avoir. Voilà les résultats.
C'est-à-dire, quelles sont les obligations de résultat, voire les obligations de moyens. Bien. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La hiérarchie vous dit, voilà ce que vous devez faire, voilà ce que vous devez obtenir. Maintenant, vous vous débrouillez pour l'obtenir. Bien. C'est-à-dire que il y a un contrôle en aval. Bien. Alors, il peut y avoir, bien entendu, de la standardisation des procédés qui coïncide avec la standardisation des produits. Mais, je vous donne un exemple. Actuellement, si vous prenez les producteurs de lessive, comme Procter & Gamble, Johnson ou Henkel qui fabriquent Ariel, Persil, etc. Maintenant, ils font du marketing, ils font de la distribution et ils sous-traitent la fabrication. Donc, les fabricants ont une standardisation des produits, des objectifs à atteindre, et maintenant ils se débrouillent pour le faire eux-mêmes. C'est là la différence avec la standardisation des procédés, où l'on standardise aussi la manière de travailler. Là non, c'est le sous-traitant qui travaille, qui éventuellement lui standardise les procédés, mais c'est pas nous. Bien. Alors qu'est-ce que la standardisation des qualifications, sur laquelle nous allons parler? Eh bien, la standardisation des qualifications, eh bien, c'est quelque chose que nous connaissons assez bien, c'est-à-dire, notamment dans la filière, dans certaines filières, c'est lorsque l'on exige des entreprises qu'elles aient des obligations de moyens. Exemple. Actuellement, une mission d'audit ne pourra pas être organisée n'importe comment. Il y a des normes internationales faites par un organisme comme l'IFAC, qui s'appelle International Federation of Accountants, qui dit voilà, pour auditer une entreprise qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires avec 500 salariés plus ceci, il faudra un bac plus 8, deux bac plus 5 et 4 bac plus 3. Et ces gens-là ne vont pas uniquement avoir bac plus 8, bac plus 5, bac plus 3, mais il faudra qu'ils aient fait telle unité de valeur, telle unité de valeur, telle unité de valeur. C'est-à-dire qu'ils aient véritablement des qualifications bien calibrées. Bon. Nous, on le voit aussi en France, quand par exemple, il est clair, les infirmières ont le droit de faire certains actes médicaux, mais pas d'autres. Et quand on se pose la question de savoir si les infirmières peuvent faire certains actes que font actuellement les médecins, vous voyez que c'est quasiment une guerre de religion. Mais derrière tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est une standardisation des qualifications. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire marcher un hôpital si vous n'avez pas un certain nombre de chirurgiens, d'anesthésistes, etc., etc. Donc, si vous voulez la standardisation, ce sera ça. Ce sera les qualifications. Alors, vous aurez cette standardisation, on la trouve aussi, dois-je le dire, dans l'enseignement. Dans l'enseignement, vous avez, on estime que, par exemple, dans un lycée, vous devez avoir uniquement des certifiés ou des agrégés. Bon. Alors, donc, cette structure se trouve dans les universités, les hôpitaux, cabinets d'expertise comptable, etc. Bon, qu'est-ce qui se passe? Vous avez souvent donc beaucoup d'opérationnels qui sont formés, et on verra qu'à ce moment-là, eh bien, vous avez une décentralisation très grande, si vous voulez, avec, si vous voulez, un travail où les acteurs, souvent, doivent savoir s'auto-corriger. Bien. Alors, Mintzberg, d'ailleurs, donne des exemples qui viennent des universités et des hôpitaux canadiens, mais ce qu'il dit à propos du Canada peut tout à fait être transposé en France ou ailleurs. Bien. Alors, le problème, c'est que ceci n'est pas tout à fait statique. Et en gros, les organisations peuvent devenir de plus en plus complexes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une organisation qui devient de plus en plus complexe? Ça veut dire que quand vous avez une entreprise qui fait 10 personnes et qui se développe, quand elle fait 30 personnes, 40 personnes, 100 personnes, etc., ça devient de plus en plus complexe. Et c'est à ce moment-là que, en fait, c'est à chaque fois que vous avez ces évolutions, ces complexifications, que vous avez à ce moment-là des évolutions. Et quel est le schéma terminal que je vais vous donner? C'est que généralement, on passe de l'ajustement mutuel au tout début à une supervision directe, telle que je l'ai décrit, et avec 3 types de standardisation. Alors, c'est généralement ou l'un ou l'autre, mais quelquefois, vous pouvez avoir standardisation du travail et standardisation des produits. Mais d'une certaine manière, regardez, j'espère ne pas vous choquer, mais en disant que qu'est-ce que c'est qu'un bachelier? C'est le produit d'un enseignement. Même si on a plusieurs spécialités, on peut d'une certaine manière dire que on a une standardisation des produits.
De la même manière, les enseignants ayant tous à peu près les mêmes qualifications, vous avez aussi une standardisation des qualifications. Bon. Alors pourquoi, quelquefois, y a-t-il un ajustement mutuel? C'est lorsque, justement, l'organisation devient tellement énorme, plusieurs centaines de milliers de personnes, que l'on est obligé de faire un espèce de comité de direction qui va travailler comme une cellule de crise permanente, et c'est ce qui donnera l'ajustement mutuel. Alors, en conclusion, je voudrais vous dire que, donc, vous voyez que l'entreprise est un être vivant qui évolue, qui peut avoir aussi un certain nombre de caractéristiques très diverses. Dernière chose que je voulais vous dire, c'est que si vous êtes vous-même en entreprise, vous pouvez dire, écoutez, tout ça c'est un peu théorique. C'est un peu théorique, et est-ce que vous êtes vraiment sûr que c'est comme ça? Eh bien, oui, je suis sûr que c'est pas tout à fait comme ça. Mais c'est une sorte de petit clin d'œil théorique que je voudrais vous dire, c'est que tous les grands théoriciens du management, notamment américains, ont été formés d'après les préconisations d'un sociologue allemand qui s'appelle Max Weber, qui a été traduit en France par Raymond Aron, et qui est assez éloigné de Durkheim, qui a été le fondateur de la sociologie en France, et lui travaillait sur ce qu'on appelle la notion d'idéal type. Et qu'est-ce que c'est qu'un idéal type? C'est une sorte de schématisation assumée, très bien, qui est là pour qu'on l'on puisse décrire simplement des éléments comme l'ajustement mutuel, la structure simple, etc. Mais on sait très bien que dans la vie, nous avons des systèmes plus ou moins hybrides, c'est-à-dire vous n'avez pas des clones exacts de ce qui vous est donné en théorie. Cela dit, cette espèce de schématisation abstraite qui est voulue permet aussi de enseigner et de faire comprendre aux gens comment analyser une structure d'entreprise. Et c'est, modestement, ce à quoi je voudrais contribuer. Voilà, je vous remercie.